Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche en direct des studios de Radio Côte d'Ivoire pour une heure de débat et d'échange avec mes invités autour de l'actualité internationale. Et ce dimanche, je suis accompagnée de mon confrère Thomas Guessambi, journaliste à la RTI. Bonjour Thomas. Bonjour Fatim, bonne fête des mères, toi la potentielle puissante mère. Et bonne fête à toutes les mères du monde. Et de politologue Dr Ablonon. Bonjour William. Bonjour à tout le monde. Monsieur, on ira au Venezuela où le chef de l'État sortant Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec près de 70% des suffrages. L'opposition et la communauté internationale contestent ces résultats. Que lui reproche-t-on vraiment? Pourra-t-il aller au bout de son mandat? On reviendra aussi sur l'imbroglio politique qui se poursuit en Italie. 4 jours après avoir été désigné à la tête du gouvernement, Giuseppe Conte n'a toujours pas été en mesure de former le premier gouvernement populiste dans ce pays fondateur de l'Union européenne. Alors quels sont les points de crispation et pourquoi le programme économique du futur gouvernement italien fait peur à l'Europe? Mais on commence avec l'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso font face au terrorisme. Qui sont les djihadistes présumés et comment s'organisent ces deux États? Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso a subi depuis 2015 3 attaques djihadistes qui ont fait au total près de 60 morts. Le 2 mars dernier, au moins 8 personnes ont été tuées, 85 autres blessées dans l'attaque contre l'état-major des armées et l'ambassade de France à Ouagadougou. Et mardi 22 mai, 3 djihadistes présumés sur 4 ont été tués au cours d'une opération des forces de l'ordre dans la capitale. Et selon la procureure du Burkina Faso, ces derniers projetaient une attaque et auraient un lien avec les attentats du 2 mars. Messieurs, le Burkina Faso semble être devenu une cible récurrente du terrorisme. Pourquoi, selon vous, Thomas Guessambi? Merci Fatim. La question mérite d'être posée puisque ce sont les vies humaines qui sont en jeu. Et en matière de terrorisme, on n'est jamais assez loin du rayon ou du champ de rayonnement de ce visage de la mort qu'on qualifierait difficilement. Alors qu'on croyait que le phénomène devrait peut-être se dérouler dans cette zone sahélienne où des bandes devraient établir leur territoire et se livrer à toutes sortes de contrebandes, toutes sortes de trafics, on assiste malheureusement à l'extension du voile du terrorisme. Mais ce voile-là, aussi longtemps que le président Blaise Compaoré était au pouvoir au Burkina Faso, n'arrivait pas à toucher les frontières du Burkina, ni encore moins à aller jusqu'à atteindre le cœur du pays, à Ouagadougou. Donc, ce qu'on a peut-être vu au Mali, au Niger, au Tchad, pour dire qu'il fallait vraiment se concentrer et réduire le terrorisme à sa plus simple expression. Désormais, le terrorisme devient comme un tétanos pour lequel on n'a pas encore trouvé de remède véritable. Et dans la dynamique, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'un homme du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, M. Liad Ghali, qui va jusqu'à avoir l'outrecuidance à la fois d'attaquer dans l'extraterritorialité, si vous voulez, l'ambassade de la France, une grande puissance, et en même temps aussi aller s'attaquer à l'état-major qui était en train de se réunir sur la question pour voir comment. Est-ce qu'on devrait dire il y a des complicités internes qui favorisent ces genres de situations? On va y arriver. On va en parler. Voilà. Même question pour vous, docteur Ablonon. Comment expliquez-vous que le Burkina Faso, justement, qui était préservé jusqu'alors, est devenu une cible privilégiée? Je ne sais pas si c'est une explication, mais ce que je pense, c'est que ces attentats nous rappellent que
l'Afrique n'est pas en marche du monde. Parce que très souvent, on a l'impression que il y a des phénomènes qui concernent les autres et pas l'Afrique. Et ces attentats nous rappellent que l'Afrique est bien au cœur des enjeux stratégiques et que la question du terrorisme n'est pas du tout étrangère au continent noir. Mais pour le cas du Burkina, je crois qu'il y a plusieurs indices, il y a des éléments historiques et stratégiques peut-être qui nous permettent de comprendre un peu plus pourquoi le Burkina, parce que il ne faut pas oublier le rôle historique que le Burkina jouait justement dans la lutte contre le terrorisme, le rôle que l'ancien chef d'État burkinabé jouait dans les négociations lorsque des otages européens ou occidentaux, ou du moins des Européens ou occidentaux avaient été pris en otage dans la région sahélienne. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui permettent de bien comprendre pourquoi le Burkina. Et d'ailleurs, ce ne sera pas que le Burkina, malheureusement. Ben justement, parce que là, vous êtes en train de laisser entendre, et je vais justement confirmer vos propos avec un article, un extrait donc, que je vais vous lire, pour identifier ces terroristes et surtout comprendre pourquoi cette recrudescence après la chute de Compaoré. Alors, il y avait un article dans Libération de Maria Malagardis qui avance donc cette théorie intéressante que vous avez déjà vous-même dénoncée. Il nous dit que nombreux sont les habitants à s'interroger sur les liens entre ces attentats et le régime déchu de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir fin 2014. Et avant sa chute, Compaoré est en relation étroite avec des djihadistes, notamment avec Yad Ag-Ghali, qui, sous le règne de Compaoré, avait fait de Ouagadougou sa base arrière, installée dans une suite de l'hôtel Laïko. Il y fréquentait notamment le général Gilbert Diendéré, ex-patron de l'armée jugé pour avoir participé à une tentative de coup d'État en septembre 2015. Alors, existe-t-il un lien entre ce procès et les attaques? Impossible de l'affirmer. Reste que la chute de Compaoré a déstabilisé un maillage de réseau qui faisait de l'ex-président un intermédiaire incontournable face aux djihadistes. Jusqu'à la fuite de Compaoré, le Burkina avait été épargné par les attaques terroristes. Depuis, il en a subi plus d'une cinquantaine qui ont fait plus de 130 morts. Donc, réaction, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Thomas. Pour être plus direct, est-ce qu'on doit voir dans les actes terroristes que de l'extrémisme religieux? N'y a-t-il pas autre chose qui se trame parfois derrière les attentats terroristes? Le président lui-même, Roch Kaboré, a évoqué la quête de pouvoir, la cupidité, mais aussi la vengeance comme motif des assaillants lors des précédentes attaques. On ne peut pas exclure d'autres causes que celle de l'extrémisme religieux. Oui, le mal existait déjà et nous l'avons déjà dit ici dans ce studio. L'injustice, les inégalités sont des terreaux que peut récupérer aussi facilement le terrorisme. Quelqu'un même s'est posé la question, sommes-nous devant la radicalisation de l'islam ou l'islamisation de la radicalité? La question reste toujours posée. Mais toujours est-il que le djihadisme a commencé naturellement par des mouvements salafistes. C'est aujourd'hui qu'on parle un peu plus de terrorisme. Mais depuis fort longtemps, le terrorisme avait déjà un visage ou dans religieux, un camp, parce qu'il y a un terrorisme politique. Bien entendu. Ou dans un camp, on a des hommes et des femmes avec leurs convictions religieuses qui pensent que surtout l'islam originel ou authentique est en train d'être dévoyé par l'Occident et qu'il fallait se battre par tous les moyens pour garder l'authenticité de l'islam. Mais ça touche plus le Maghreb peut-être, ou les pays du Proche-Orient, Moyen-Orient. L'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne était préservée du radicalisme. Vous savez que le Nigeria a un fort pourcentage de musulmans. Vous savez que au Niger, c'est la même chose. Le Niger, le Nigeria, le Bénin qui partagent la même frontière, le Nord Mali, le Burkina. Donc forcément, si vous voulez, il y a eu quand même un relent religieux et ce relent religieux aussi qui comprend des intelligences, prêche aussi aujourd'hui aux jeunes, prêche à des gens qui sont suffisamment déjà découragés du système sur certaines notes
pour que leur cause soit entendue et qu'on les accepte. Mais là où il n'est pas seulement religieux, il balance aussi sur la question identitaire. C'est là qu'on peut aussi craindre, de sorte que le renseignement qui pourrait aider la force publique, les militaires pour lutter contre le danger, ce renseignement-là n'est plus fourni parce que on pense dans une certaine région qu'on s'attaque beaucoup plus aux membres d'une communauté plus que à des bandits. Et donc, ça rend encore la situation beaucoup plus difficile. Et pourquoi le Burkina? Vous savez très bien que dans la zone qu'occupaient les chefs djihadistes, il y a quand même une action qui est menée contre eux. Et vous savez que c'est quand même à côté de la défense de la religion, toutes sortes de trafics. Et aujourd'hui, il n'est pas à craindre, comme je suivais cette semaine de près une conférence qui s'est tenue à Abidjan ici à l'initiative du Conseil de l'Entente, du gouvernement de Suisse et d'un institut de formation à la sécurité de Dakar, l'ISS, où il est question pour les djihadistes aujourd'hui de trouver un moyen pour avoir un bras de mer. Là où la zone a été complètement circonscrite, il est question maintenant pour eux de descendre pour avoir accès à la mer, pour continuer leur trafic, parce qu'à la vérité, ce n'est pas seulement la religion qu'on défend, mais c'est beaucoup plus des affaires. Un mot, docteur Ablenon. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, moi, je ne crois pas du tout au terrorisme religieux. Je ne crois pas qu'une religion demande du terrorisme. Toutes les religions, telles que je le sais, sont prônent la paix. Et puis, il suffit d'observer un peu la trajectoire de ces acteurs-là et on se rend compte que leurs motivations ne sont pas religieuses. La religion est peut-être un habillage, un prétexte ou une stratégie pour coopter les gens plus facilement, mais il n'y a pas, à mon avis, de terrorisme religieux. Ça, c'est un. Deuxième élément, je pense qu'il faudrait que les Africains renoncent un peu à regarder le terrorisme comme le font les Occidentaux. Et parce que, de toute évidence, la stratégie occidentale a échoué parce qu'ils ont développé des armes que nous n'avons pas, ils ont mis en place des moyens militaires dont nous ne disposons pas et ils n'ont jamais pu régler la question du terrorisme. Donc, si nous nous inscrivons dans cette stratégie, dans la même stratégie, que nous n'obtiendrons rien et ce sera pire puisque nous n'avons même pas le moyen. Donc, je pense que c'est intéressant de comprendre un peu un certain nombre de pratiques. J'ai trouvé un peu l'article sur l'ancien président du Burkina un peu tendancieux parce que je me dis, la question n'est pas de se demander est-ce que c'est de la vengeance, c'est un moyen politique, etc. Mais c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette manière de faire, de ce savoir-faire, puisque manifestement, pendant des années, il a quand même pu préserver la région, il a pu préserver d'autres pays, il a su mettre en place à quel prix, une forme à quel prix? Qu'est-ce qu'on en sait, nous, des tractations et de ce qui s'est négocié? Aucun prix ne sera plus élevé que le sang qu'on verse aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des pratiques. Il y a une spécificité qu'il faut regarder. Peut-être qu'il y a des formes de dialogue qu'il faut mettre en place parce qu'on ne peut pas dire on va les pourchasser. Ce n'est pas du gibier. On va en tuer combien? Il en restera combien? Il en restera toujours parce que plus on tue ou plus on cherche à en tuer, plus on cherche à réprimer, plus on cherche à développer la réponse militaire, plus ça s'accroît. Ça n'a rien. Vous nous dites que vous contestez l'aspect religieux. Oui. Donc, laissons de côté la répression. Parlons aussi de l'aspect préventif. Oui. Si on ne sait pas l'origine de ces terroristes, si on n'arrive pas à les identifier, comment voulez-vous agir? Si ce n'est pas l'aspect religieux... Heureusement, tous les États du monde aujourd'hui ont des services de renseignement et à moins vraiment de ne pas vouloir les entendre, tout le monde sait à peu près où les choses se crament. Tout le monde sait à peu près, surtout quand vous êtes en Afrique de l'Ouest. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe au Mali, ce qui se passe en Libye. Même en Occident, sur leur propre territoire, ils n'arrivent pas à prévenir, à empêcher toutes les attaques, malgré tous les services de renseignement. Mais ils ont toujours les indices. Par exemple, les attentats de Paris, on sait que le Maroc, les services de secret marocains ont informé les Français qui n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc, il y a des éléments. Et
ce n'est pas la peine, c'est parce qu'on compte tellement sur l'aspect militaire, on compte sur la dissuasion militaire, on compte sur des policiers qu'on met un peu partout, alors qu'eux-mêmes sont les premières cibles, sont plus vulnérables que même les populations. Donc, on compte sur ces éléments-là, au lieu de chercher à discuter, à rencontrer des gens qui ont peut-être des revendications, même si on n'est pas d'accord avec leurs revendications, même si on n'est pas d'accord avec les méthodes, si on n'est pas d'accord avec les moyens, parce que parmi eux, il y a beaucoup de banditisme, il y a de la haute délinquance, etc. Mais au moins, l'État gagne beaucoup plus lorsqu'il engage une forme de discussion avec ces gens-là. Et je pense, sans connaître le secret de l'ancien président comparé, mais je pense qu'il a su peut-être les mettre en confiance, il a su peut-être développer une forme de discours, de dialogue, qui a fait que les gens lui faisaient confiance, et même les Occidentaux, à un moment donné, faisaient confiance à ces interventions. Une version qui me semble un peu édulcorée. Revenons sur la précédente attaque. L'un des périmètres les plus sécurisés de la capitale avait été touché. Restent des questions troublantes. Pourquoi, déjà, portaient-ils des tenues militaires? Et les assaillants ont pu pénétrer quand même très facilement au sein de l'état-major. Thomas, vous le disiez tout à l'heure en filigrane. Doit-on se poser la question d'éventuelle complicité au sein de l'armée? Oui, forcément. Et il a me parlé des services de renseignement, mais s'il y a complicité... Oui, forcément. Et vous savez qu'une des armes redoutables en matière de guerre, en matière de confrontation, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. Et qui est peut-être un sous-ensemble du renseignement. Plus on en sait beaucoup plus sur l'ennemi, sur l'adversaire, et moins on est inquiet. Et on est encore beaucoup plus rempli d'assurance pour venir à bout de l'ennemi. Mais là où je peux rejoindre Dr Rablonon, c'est la notion de la compréhension souvent de la nation, de l'intérêt communautaire, du destin communautaire, à la différence du destin individuel. Dès lors que nous appartenons à un pays, nous avons un destin collectif à défendre. Et on ne dit peut-être pas que Blaise Compaoré était un ange. Forcément, il devait avoir sa vie derrière un rideau, en dehors de la vie que nous puissions voir sous le projecteur. Mais le comble dans nos pays ici, c'est dès lors que je remplace X, il faut que je rebâtisse tout à zéro. Alors que l'État, c'est une continuité. On a vu en France, on a vu en Allemagne, je vais dire, quel que soit... Il n'y a pas de pays qui existe sans opposition et sans gouvernement. Mais quand la question se présente, on est d'abord un. On se réunit, on oublie nos divergences pour faire face aux dangers et après, on peut parler naturellement de la politique de chacun. Donc, évidemment, est-ce que le nouveau président a pris vraiment soin de consulter, si ce n'est pas Blaise directement, l'administration qui est parti dans des conditions l'administration qui a travaillé avec Blaise pour en savoir un peu plus sur quelle était la stratégie pour contenir à tous ces chefs djihadistes dont on sait qu'ils venaient par moments dormir à Ouaga et pourquoi il n'y a plus encore cette contenance et c'est Ouaga qui du coup devient un danger. Mais en même temps aussi, on peut se dire quel rapport Blaise entretenait. Est-ce que c'était dans un cadre légal? Est-ce que c'était dans un cadre légal ou pas? Et est-ce qu'un État doit continuer dans une telle dynamique avec des gens qui, à la limite, sont des dangers avec lesquels... Donc, toujours est-il qu'il fallait un jour affronter son destin en extirpant le mal. Mais dommage que même récemment, les dernières informations au Burkina faisaient état de ce qu'une partie de la population se plaignait des abus de l'armée. Qu'en fait, l'armée n'était pas la recherche des djihadistes, mais c'était un règlement de compte sur une certaine population. De ce point de vue, une telle population n'est plus disposée à collaborer, à coopérer avec le gouvernement, à coopérer avec les forces du pays pour lutter contre le mal. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on pense beaucoup plus à la préservation de l'intégrité ou bien des intérêts de notre communauté qui est un sous-ensemble d'un grand pays. Donc, visiblement, c'est une question réelle et on va en arriver tout à l'heure sur les deux autres chapitres, c'est-à-dire de la dynamique centrifuge où il y avait une certaine ouverture.
On est aujourd'hui pratiquement dans tous les domaines, que ce soit en économie, que ce soit en société, que ce soit dans une dynamique centripète où chacun se réfugie sur lui-même, et c'est ça le problème aussi. Ça, c'est le grand paradoxe de la mondialisation, le Voilà. repli sur soi de chacun. Exact. On continue dans la même veine avec le Mali. Le nord du Mali, lui, était tombé en avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Et ces groupes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, qui se poursuit. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, la MINUSMA, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature le 20 juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Alors, quelle est la situation du Mali face au terrorisme? Alors, avant de revenir sur les événements récents, vous allez voir que c'est quand même cocasse. On va soulever un autre lièvre sur le terrorisme qui semble avoir bon dos. Mais actuellement, où en est-on d'abord au Mali sur cette situation du terrorisme? Parce qu'on va parler de l'attentat. On suppose que c'est une bavure. Donc ça, on va en parler après. Mais qu'en est-il là? Quel est le point de la situation du Mali face au terrorisme? Le point, il y a que les Maliens qui, à un moment donné, avaient accueilli la force française Barkhane, commencent à se poser bien de questions pour une simple et bonne raison que le souhait de l'État malien, c'est d'avoir l'intégralité de son territoire. Alors qu'à la vérité, au constat, il y a des pans de territoire qui échappent au contrôle tout entier du gouvernement malien. Et tout Malien digne de ce nom ne peut pas se réjouir d'une telle situation. Moi, j'ai des amis journalistes maliens qui se posent mille et une questions. Mais en même temps, le problème a plusieurs facettes. Là où on ne comprend pas suffisamment l'action de la force Barkhane, qui devrait, à la limite, ayant repoussé l'ennemi, dit à l'État malien, récupère tes territoires, mais se pose toujours comme un rideau de fer qui empêche le Malien de voir le nord de son pays. Mais à côté de cela, comme je le dis, cette semaine, il a été question quand même d'échanges sur le sujet avec le Conseil de l'Entente. Et en même temps, l'actualité dit qu'il fallait 414 millions d'euros en termes de financement pour le G5 Sahel. Et les États-Unis, qui sont les grands pourvoyeurs, ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure. Est-ce que c'est encore là une autre façon de dire aux terroristes, tu as de beaux jours devant toi? Mais il y a aussi les questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de division communautaire, où on parle de tribus. Oui, là, il y a des affrontements ethniques. On parle de tribus. Ensuite, il y a la question de la pauvreté. Il y a la question de l'occupation de la jeunesse aujourd'hui, qui n'arrive pas à avoir son compte. Vous voulez dire quoi? C'est un terreau favorable pour des futurs djihadistes? Oui, bien entendu. Au-delà de la question religieuse. Et il y a un expert malien qui intervenait au cours de cet atelier qui disait pratiquement... il y a plusieurs branches, on parle de tidjanistes, on parle de salafistes, de sorte que deux voisins peuvent cohabiter, mais chacun avec sa mosquée et chacun avec son discours dans la mosquée. Donc, j'étais tellement édifié de par les nouvelles stratégies qui se développent. Est-ce que vous savez que même l'élevage est aujourd'hui récupéré par les terroristes qui arrivent à inséminer des produits, des bombes même dans les animaux pour traverser les frontières et aller agir? Donc, on va revenir sur les faits précis, récents. 48 heures après la mort d'un militaire malien et d'une douzaine de personnes dans la localité de Boulikessi, située au nord, vers la frontière avec le Burkina Faso, on en parlait à l'instant. Alors, le ministère malien de la Défense nous explique ce qui s'est passé. Alors, selon lui, le 19 mai, à Boulikessi, alors une patrouille de l'armée malienne sous contrôle de la force conjointe G5 Sahel est accrochée par les terroristes et un militaire malien est tué et 12 terroristes neutralisés. Des propos fortement contestés par plusieurs sources, dont les parents de victimes, qui affirment que ces derniers n'étaient que de simples civils. Alors, messieurs, visiblement, si on en croit donc ces derniers, il y a eu une bavure, tout bonnement. Et j'ai l'impression, pour aller plus loin, que parfois aussi le terrorisme a bon dos. Docteur Ablonon. Je ne sais pas s'il y a eu une bavure, mais en fait, déjà dans les mots que nous utilisons, il y a déjà problème. Dès qu'il y a
une réaction, on dit les terroristes, les djihadistes. C'est devenu des fourre-tout, on ne sait pas qui on est C'est un abus de dedans. langage? Et enfin, je ne dis pas que c'est un abus de langage, mais au moins, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est qu'au Mali, c'est d'abord une question politique. C'est une question politique et je ne sais pas comment est-ce que de façon si miraculeuse, on a fini de régler la question politique. Il n'y a plus de divergence politique. Désormais, il y a le gouvernement malien et puis des terroristes. Donc, tous les autres sont devenus des terroristes. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on dit oui, les terroristes, les djihadistes, etc. Je ne nie pas du tout l'existence de groupes terroristes dans la région, c'est évident. Mais est-ce que ça veut dire que dès que il y a un coup de feu quelque part, c'est nécessairement des terroristes? Parce que si on emprunte ce discours-là, on va fausser la question, parce que ça va faire que le débat, le dialogue politique nécessaire au Mali n'aura pas lieu, parce que le Mali ne s'en sortira jamais sans ce dialogue politique-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie du territoire malien qui a été pendant longtemps un peu comme abandonné par l'État central. Donc, à un moment donné, il y a des compromis à faire, il y a des débats politiques à mener. Et il ne faut pas non plus étiqueter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement à Bamako pour dire qu'ils sont tous des terroristes. Mais il y a une chose qui est surprenante dans cette affaire, c'est qu'on ne sait plus vraiment à quoi servent les opérations ou les différentes missions qui sont en place. International. Oui, international, parce que moi, ce que je crains le plus, c'est que c'est elles-mêmes qui sont devenues les premières victimes. Elles qui sont allées pour sécuriser ou pacifier le territoire, c'est elles qui doivent garantir la sécurité des populations, c'est elles qui sont devenues de véritables proies faciles pour les groupes armés. Donc, je pense qu'il y a, sur la question du Mali, il y a tellement de non-dits, il y a tellement d'opacité. On ne sait pas pourquoi, subitement, la progression des forces d'interposition, l'opération française s'arrête, je ne sais plus si c'est à Bounia, dans une localité, on ne sait plus pourquoi on ne peut pas progresser, pourquoi on ne peut pas sécuriser tout le territoire, on ne sait rien, on ne dit plus rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le business continue, les activités économiques continuent bien. Bien sûr. Et bon, alors, on va aller maintenant sur peut-être les solutions avant de passer aux autres sujets. Sur qui il va falloir compter dans la lutte contre le terrorisme? Parce que vous le dites aussi bien l'un et l'autre, que finalement, toutes ces interventions de la communauté internationale, de la France, des Nations Unies, ne servent à rien, puisque les faits sont têtus. On ne peut pas éternellement attendre que l'Occident agisse, même si finalement, l'Afrique n'a pas les moyens de se défendre. Comment on va faire? Les résultats, en termes de résultats, c'est un échec cuisant. Toutes ces opérations qu'on a citées, il faut compter sur qui? La CEDEAO, l'Union africaine, ou c'est encore pire? Non, mais à la vérité, à quoi ont abouti véritablement les actions de l'Occident? Un échec? Combien de frappes n'avons-nous pas enregistrées sur la Syrie? Rien n'est encore réglé en Syrie. Mais peut-être finalement, c'est pas ça la solution. J'en arrive. Combien d'actions n'avons... Non, du moins, l'Occident n'a pas peut-être mené en Libye. La Libye est un pays en lambeaux. Combien d'actions n'ont pas été menées ça et là? Donc, ça veut dire en d'autres termes, et ce discours-là, quelqu'un a voulu me claviculer dessus, je dis... Tant qu'on ne s'assoit pas pour comprendre, pour poser un diagnostic, il sera difficile, dans le langage de la médecine, de parler de protocole, c'est-à-dire comment traiter le mal. Mais ici, il s'agit beaucoup plus de revenir aux écritures et à leur interprétation juste. Surtout que dans le cas du terrorisme religieux. Par exemple, comme le disait tout à l'heure Dr Blonon, et qui est vrai, qui est partagé de tous, aucune religion ne demande la mort de ceux qui la pratiquent ou bien de ceux qui ne la pratiquent pas. La vie est sacrée. Et dès lors qu'il y a plusieurs interprétations, et c'est pour ça qu'il y a dans un pays un État qui doit recadrer les choses, régenter les choses. Mais très souvent, chez nous ici, les États n'ont pas de moyens. Oui, mais le pouvoir spirituel, oui, parfois... Oui, donc là, vous êtes en train de poser la question de savoir comment est-ce qu'on devrait arriver à bout du terrorisme. Donc je dis, il faut commencer d'abord par échanger
avec les acteurs connus qui sont peut-être pas encore très radicalisés, parce que les très radicalisés... C'est-à-dire quoi, les guides religieux les très radicalisés, on les voit pas. On sait d'où est parti Gali pour arriver aujourd'hui dans la position qui est la sienne. Donc, comme je l'ai dit, la question, par exemple, de la redistribution des richesses dans un pays est une question fondamentale. Qui a causé par moments beaucoup de foyers de tension, par exemple au Nigeria, avant que Boko Haram ne s'installe. Et donc, dans une telle dynamique, voici un terreau fertile qu'on a créé. Bon, pour vous, le fond est social, d'abord, principalement, fond... avant d'être religieux. C'est d'abord une question sociale. Mais dans ce cas, excusez, avec 70% d'enfants de moins de 20 ans en Afrique, et on connaît le taux d'employabilité... Bon, l'Afrique est un terreau, c'est-à-dire que chaque Africain est potentiellement un futur terroriste, puisque socialement parlant, rien ne va, dans tous les pays. Non, je ne dis pas uniquement que... Avec un SMIC à 60 000 francs CFA, bon. Je ne dis pas uniquement, mais je suis en train de dire, en répertoriant les causes, je dis que la question de la redistribution de la richesse nationale est un facteur extrêmement important. Mais ensuite, il y a les questions, comme je vous ai dit, d'identité communautaire, qui sont des facteurs à prendre en compte. Il y a la question religieuse qui est à prendre en compte. Et il y a naturellement la question de... l'injustice, Mais donc, alors pour répondre à ma question sur qui il faut compter pour la lutte, vous dites d'abord c'est sur le plan national. Il faut d'abord peut-être... Non, la grande proportion, et ce que je sais, c'est que la bannière qu'on a brandie d'abord pour parler de terrorisme, c'était la bannière religieuse. Donc ce facteur est extrêmement important. Mais aujourd'hui, par exemple, avec le groupe GESIM, ce qui se fait, c'est qu'on essaie d'étendre nos tentacules, avoir beaucoup plus de monde avec nous, en parlant à la fois de la religion et en parlant à la fois de l'amélioration des sorts. Alors, mais quel est le meilleur échelon ? La communauté internationale, la CEDEAO, les institutions africaines, parce qu'on oublie que c'est le Mali qui a demandé l'intervention de la France. Peut-être qu'il regrette aujourd'hui, mais dans tous les cas, la France n'est pas venue elle-même s'imposer. On critique les Occidentaux quand ils nous viennent en aide, mais en même temps, on est les premiers à aller, si j'ai envie de dire, faire l'aumône. Mais ça, c'est peut-être le discours officiel de savoir que c'est le Mali qui a demandé. Est-ce que le Mali avait peut-être besoin beaucoup plus... Est-ce que l'État du Mali existait ? On ne va pas se mentir, il y a peu de temps. Je ne parle pas de la grande civilisation qu'elle fut. Je parle il y a encore quelques années, quelques décennies. Pouvait-on parler d'État malien ? Est-ce qu'il y avait un État malien ? Elle veut parler naturellement de la descente de cette vague djihadiste aussi facilement, comme on l'a assisté aussi au Tchad, jusqu'à ce que ceux qui sont descendus repartent aussi comme de la fumée. Oui, alors je pense qu'il y a des choses qui demandent à être bien cernées et à être bien nommées pour ne pas mal rater le diagnostic ou le traitement. Je pense que si nous appelons tout terrorisme, nous allons passer à côté des vraies questions et des vrais enjeux. Et ce serait malheureux parce que lorsque vous appelez un groupe de délinquants, un groupe de voyous ou des situations d'insécurité publique, vous les appelez terrorisme, vous leur donnez une forme de légitimité et vous leur indiquez même des moyens parce que ça va leur donner des idées. On nous appelle des terroristes, donc on va l'assumer. Donc je pense qu'à un moment donné, nous ne devons pas mal nommer les choses. Tout n'est pas terrorisme en Afrique. Il y a beaucoup de situations de délinquance parce qu'il y a des zones de non-droit où les États ne sont pas capables d'assumer la sécurité, parce que l'État n'est pas capable de développer un certain nombre de dispositifs, etc. Donc, il y a des zones comme ça, et il y en a malheureusement beaucoup, parce que de plus en plus, nos États sont déstabilisés de l'extérieur. On a vu le cas de la Libye, et on a vu tout ce que ça a engendré comme répercussion sur la zone. Mais au-delà de tout cela, je pense que tout à l'heure, vous parliez par exemple de l'infiltration. Et le mot m'a fait un peu sourire parce que c'est des thèmes qui nous révèlent déjà toute notre faillite et toute notre faiblesse à l'égard d'un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez 10 Africains
ou 20 Africains, vous les réunissez dans une salle pour faire une réunion, je vous assure que même sans le vouloir, il y a des infiltrés parmi vous. Parce que de toute évidence, il y aura quelqu'un qui a des liens avec quelqu'un qui a des liens avec quelqu'un qui se retrouve dehors et qui vous menace. Donc, c'est des concepts même qui montrent toute notre fragilité face aux problèmes. C'est pourquoi, à mon avis, la question chez nous n'est pas sécuritaire. Il faudrait que, c'est vrai, nous devons développer un certain nombre de dispositifs parce que nous sommes des États comme les autres et que nous avons besoin de régler des questions de sécurité intérieure et extérieure, c'est évident. Mais au-delà de tout ça, il y a une grande dimension sociale, sociologique, dont il faut tenir compte et ne pas chercher à faire de plans Vigipirate 1, 2, 10, 20 qui ne donnent pratiquement rien et dont nous n'avons même pas les moyens qui feront que nous endetterons davantage. Et même aujourd'hui, on va mobiliser les maigres ressources, on va les affecter à des questions qui en réalité ne sont que des conséquences et que les vraies causes sont des causes sociales, comme le disait Thomas tout à l'heure. Le 4 mars 2018, lors des élections législatives en Italie, aucune des 3 principales forces politiques n'est parvenue à obtenir la majorité absolue. Le mouvement 5 étoiles arrive en tête et devient le premier parti au Parlement avec près d'un tiers des sièges. Il est toutefois devancé par la coalition de centre-droit au sein de laquelle la Ligue s'impose face à une Forza Italia en fort déclin, tandis que le parti démocrate du président du Conseil sortant, Paolo Gentiloni, observe un net recul, poussant même son chef Matteo Renzi à la démission. Messieurs, on va revenir sur les discussions et autres tensions actuelles sur le sujet. Mais d'abord, comment expliquez-vous la victoire de la droite? Pour être direct, est-ce que la question des migrants peut expliquer ce vote populiste et a fait basculer le vote? L'Italie qui est fortement touchée, hein, Oui, en par de sa position géographique. Oui, en partie, mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que on a eu aussi une émission ici sur l'élection de M. Macron, sur l'élection de M. Trump, qui nous ont enseigné quand même qu'il y a un véritable chambardement dans l'ordre politique dans le monde et que peut-être qu'on serait en train d'assister à un déclin ou à une disparition des partis classiques. Au point que c'est la situation du moment qui détermine aujourd'hui le visage des forces politiques. Et donc, la question des migrants a fortement joué ici. Et donc, la question de la relance économique a joué ici. On appartient à une Europe qui parle de communauté de destin. Mais dans cette communauté de destin, il n'y a que, par exemple, le cas de la Grèce a enseigné qu'il n'a pas été question beaucoup plus de solidarité, mais d'une certaine austérité qui n'avait pas de visage humain. Alors, devant une telle situation, il y a de nouvelles forces qui naissent et qui disent « prenons notre destin en main au lieu d'être dans un gros ensemble qui ne nous profite pas, parce qu'à la vérité, il s'agit d'abord de nous, avant d'aller à l'Europe. » Donc pour vous, c'est des questions économiques et puis aussi migratoires. Bien entendu. Pour Dr Ablodon. Pour moi, c'est l'échec de tout. C'est tout ce en quoi on a cru ces dernières années, c'est la démocratie, ou alors une forme de démocratie, c'est le désenchantement du monde, c'est l'échec de l'Europe, c'est tout. Parce que en réalité, pendant des années, on a fait croire que la démocratie, c'était le bipartisme avec des partis qui pontaient très bien, qui savaient défendre des grands intérêts généraux qui n'étaient des intérêts de personne, sinon les intérêts d'une classe, d'une minorité. Et les gens se réveillent et se rendent compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a une majorité, on a des gens qui sont de plus en plus très riches et d'autres qui sont de plus en plus très pauvres. Et on continue de leur dire de croire en la démocratie. Alors que ce que la démocratie leur produit, ou du moins les résultats de cette démocratie, c'est ça, c'est une grande inégalité sociale. Parce que les gens se sont toujours tus, ils ont donné du pouvoir aux plus riches, qui sont devenus de plus en plus riches, et même les classes moyennes ont commencé à ne plus exister en Europe aujourd'hui. Les gens travaillent et ils sont SDF. Donc à un moment donné, c'est l'échec de la démocratie. Et l'Europe n'a pas été capable
de Avant la soutenir démocratie, l'Italie. c'est pas l'échec du capitalisme encore, on n'est pas encore de libéralisme encore à outrance. Ce sont les conséquences directes. L'austérité dont parlait Thomas Non, de oui. l'Union européenne. Oui. Est-ce que c'est vraiment la démocratie qui pose problème C'est la démocratie ou le libérale. choix économique? C'est la démocratie libérale. Le libéralisme, Le donc. libéralisme va avec la démocratie, malheureusement. Donc les deux Si. Moi, Si. Il n'y a pas... Enfin, le libéralisme... le capitalisme, bon, la Chine nous montre qu'on peut être communiste et capitaliste. Hein. Et puis, c'est la question aussi que j'allais vous poser dans un débat qu'on fera ultérieurement. Est-ce que finalement, en voyant tous ces nouveaux courants politiques, on se dit que finalement, avant, c'était dans l'esprit de tout le monde, il fallait de la démocratie, le capitalisme, le libéralisme. Maintenant, on va avoir d'autres propositions politiques, mais toujours ce système libéral au niveau économique. La Chine nous le montre déjà, la Russie va nous le montrer, un régime autoritaire, mais capitaliste. L'Afrique, pareil. Bon, parfois, on ne se sent même pas de démocratie, mais le régime est toujours le même. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? Non, je ne pense pas que ce soit là le problème. Le vrai enjeu, ce n'est pas nécessairement l'économie de marché auquel tout le monde y croit. Parce que c'est ça le problème. Il y a un dénominateur commun sur lequel on n'est peut-être pas d'accord, mais on n'a pas de solution alternative. C'est l'économie de marché. C'est ce à quoi tout le monde a adhéré. Bon, peut-être. Mais le problème, au moins, c'est que quand vous prenez le cas des pays européens, vous prenez le cas d'un pays comme l'Italie. L'Italie est un pays aujourd'hui très endetté, au bord de la crise, au bord de la faillite. Mais en même temps, voilà un pays qui a cru à l'Union européenne, mais l'Europe n'a pas été capable d'être l'Italie qui s'est retrouvée livrée à elle-même face à la question des migrants. Donc aujourd'hui, les Italiens ne croient plus en rien. Ils ne croient même pas au nouveau gouvernement qui va sortir. Ils ne croient pas. Ils ne croient plus en rien. Donc on essaie de tout casser. Et c'est tout. Moi, je prends cette coalition, cette victoire des extrêmes, du mouvement extrémiste et des mouvements dits anti-système, comme une volonté de tout casser. On ne sait pas nécessairement quelque chose de rationnel. On ne va pas vers quelque chose de cohérent. Les Italiens n'ont pas voté pour quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a même pas de ligne sur laquelle ces gens-là étaient d'accord il y a quelques années. Donc, les Italiens ne croient en rien. Ils veulent juste casser la baraque. Alors, avant d'aller repartir sur l'Europe, parce qu'il y a peut-être une lourde responsabilité dans la situation italienne, on va rester déjà sur le plan national. On a donc notre nouveau chef, président du Conseil, qui un peu ressemble en fait au Premier ministre, quoi, le fameux Giuseppe Conte, 53 ans. Il n'a donc toujours pas été en mesure de former le premier gouvernement populiste du pays. Nous y travaillons, s'est-il contenté donc de dire hier matin de journalistes devant son domicile. Mais ces retards ne sont pas au goût de ses soutiens politiques. On a Matteo Salvini, le patron de la Ligue, c'est-à-dire un parti d'extrême droite, qui a écrit sur Facebook « Je suis vraiment très en colère ». Il y a aussi les raisons de la colère supposée, c'est le refus du président Mattarella de nommer Paolo Savona, 81 ans, et eurosceptique déclaré à la tête du ministère des Finances. Le chef de l'État en Italie nomme le président du Conseil et les ministres sur proposition de ce dernier. Et selon la presse italienne, il n'entend pas, le président, revenir sur cette prérogative en dépit de la colère de la Ligue pour deux raisons: ne pas isoler l'Italie en Europe et protéger la fonction présidentielle. Alors, dans ce bras de fer, visiblement, qui se joue encore aujourd'hui, monsieur, qui va céder? Déjà, qui va céder? Et on sent déjà poindre le spectre de l'Europe et ses menaces. Vous avez parlé tout à l'heure de la Grèce. On a l'impression que le scénario est déjà écrit. Voilà. Ils vont, comme en Grèce, nous mettre au pouvoir des partis anti-système qui vont faire de belles déclarations soutenues par une partie de la population, mais l'Europe va venir les menacer et tout le monde va reprendre le cours normal. Qui va céder? Je n'ai peut-être pas la compréhension du langage ambigu de Corée qu'on peut lancer, mais ce que je retiens, il y a Vox Populi qui est extrêmement important, la voix du peuple. Et si le peuple a décidé de donner sa voix à ces deux partis qui sont arrivés en tête sur la base d'un programme qu'ils ont présenté, ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui une certaine force, ils sont dans une certaine position. Et dans ce qu'ils proposent tout à l'heure, quand on les a énumérés, ils vont même jusqu'à dire, c'est vrai, les chantres de l'Union européenne ont par moments eu une position vigoureuse, et ils citent même la France pour dire les rapatriements
Alors que jusqu'ici, ils étaient tous dans l'Europe, mais il a été difficile pour l'Italie de rapatrier les migrants irréguliers. Donc, pour eux, ils ont été dans une certaine dynamique où certains pays ont pris à bras le corps sur leur politique nationale de réagir vigoureusement à un certain nombre de choses. Ensuite, sur les questions de revenus de citoyens, qui sont des réalités pour les Italiens qui n'arrivent pas. Donc, la bourse aujourd'hui. Merci. Ces deux nouveaux dirigeants et ceux qui adhèrent à leur politique vont même jusqu'à dire qu'il faut lever les sanctions contre la Russie, qui peut être un partenaire important pour l'Italie et qui peut aider l'Italie dans la contenance de ceux qui quittent en Libye pour arriver, en passant par la Syrie, pour arriver en Europe. Donc aujourd'hui, on est dans un ensemble, mais que devient l'Italien d'abord? Et ils ont sous leurs yeux la courageuse décision qui a été prise par la Grande-Bretagne. Ils ont sous leurs yeux... Vous pensez quoi? Italie, comment on va appeler ça? Après Italie Brexit, exit. Voilà, Italie exit. Italie exit. Exact. On doit craindre l'Italie exit. Ils ont sous leurs yeux, c'est ce que je disais... Mais la Grande-Bretagne est peut-être le seul pays européen qui avait les moyens de se permettre de quitter l'Union européenne. Vous pensez que tous les pays du Nord, les pays du Sud plutôt, souffrent de l'austérité, mais sont les premiers à nous dire qu'ils ont besoin encore de l'Union européenne? On l'a vu avec la Grèce. Vous pensez que l'Italie... Non, justement, on se focalise sur la Grande-Bretagne. Mais la Hongrie et la République tchèque ont claqué la porte. Les gens sont en train de partir. Donc quoi, on va avoir une nouvelle crise dans l'Union européenne, comme si les autres étaient... non, rassurez-vous, l'Union européenne est déjà en crise. Oui. On va dire une crise permanente. C'est ce que j'allais dire. En fait, le vrai problème dans cette affaire, c'est quoi? C'est un peu comme ça commence. C'est toujours des affaires nationales. Parce que le président s'oppose à la nomination du ministre des Finances. Oui, un eurosceptique. Un eurosceptique, au risque de provoquer une crise interne. Mais ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va se plier. Donc, le président va avoir raison. Il va avoir raison contre la voix du peuple. Exactement. Il va avoir raison contre la démocratie. À lui tout seul, il va avoir raison. Parce qu'il veut que l'Italie continue de respecter des accords européens dont le peuple ne veut pas. Mais dans quelques mois, ce gouvernement va se retrouver aussi en crise. Et l'Italie va renouveler va enclencher une nouvelle phase de crise parce que l'Italie est en crise depuis plusieurs années, depuis au moins une décennie. Donc, je pense qu'en réalité, c'est parce que nous ne sommes plus dans de vraies démocraties. Nous sommes dans des démocraties qui se croient plus intelligentes que le peuple. Ouais. Nous sommes dans des démocraties où il y a des gens, parce qu'ils ont pris des accords, ne sont pas capables, à un moment donné, de dire le peuple n'a plus remis en cause ces accords-là. Comme Tsipras en Grèce, mais c'était l'espoir de beaucoup de monde. On s'est dit, voilà quelqu'un qui vient avec une proposition autre et qui ose affronter l'Allemagne. Oui. Alors, il n'a pas fait demi-tour. C'est justement ça le problème des peuples. Le peuple, pendant que le peuple vous soutient, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et chaque fois, le peuple est déçu. Mais à un moment donné, les gens vont émettre des votes comme ils veulent. Aujourd'hui, derrière ces votes-là, ne cherchez aucune logique, il n'y a aucune rationalité. C'est que du mécontentement, de la défiance. Mais c'est tout, c'est des mouvements qui n'avaient rien en commun. Lorsque vous prenez le mouvement 5 étoiles, vous prenez les partis extrémistes, c'est des gens qui ne sont d'accord sur rien il y a quelques mois. Ils n'ont rien en commun, sinon qu'ils sont dégoûtés du système. Ils ne veulent plus de l'Europe. C'est les deux choses sur lesquelles ils sont d'accord. Mais l'euro, ils ont fait quand même... ils sont allés à reculons. Parce qu'on nous dit que le contrat de gouvernement qui comporte une 60aine de pages et une 30aine de points ne parle plus d'une sortie de l'euro, mais tourne résolument le dos à l'austérité et parie sur une politique de croissance pour réduire la colossale dette publique italienne. Mais ça, c'est encore un accord entre élites. Ce n'est pas le peuple, les gens qui ont voté. Ceux qui ont voté n'ont pas dit ça. Ceux qui ont voté disent nous ne voulons plus de rien. Nous ne voulons plus d'Italie, nous ne voulons plus nous voulons plus de l'Europe, nous ne voulons plus de l'austérité, nous ne voulons plus de migrants, nous ne voulons plus être livrés à nous-mêmes, nous ne voulons plus qu'on nous impose des normes, un minimum en termes de fiscalité, etc. Donc les gens disent, mais ça se passe toujours ainsi. L'élite se met ensemble, après on dit, bon voilà, il y a un accord de gouvernement, parce qu'à un moment donné, bien sûr qu'il faut gouverner. Donc en fait...
Oui, mais Thomas le disait tout à l'heure, je ne vais pas vous relancer parce qu'on a fini là, mais Thomas disait tout à l'heure, la continuité de l'État, on change de gouvernement, donc on oublie tous nos engagements, ces engagements qui ont été pris, peut-être pas par des prédécesseurs, mais c'est ça aussi la difficulté avec l'Union européenne. Oui, et c'est ce que Dr Ablenon dit, il y a des accords élites entre une certaine classe politique, mais qui ne bénéficient vraiment pas aux populations, et la population très souvent veut prendre son destin en main. Et pour ces nouveaux dirigeants, la difficulté qu'ils ont, c'est que ils sont contre des gens qui ne veulent pas de changement, qu'on appelle les gardiens du temple de l'euro, et ils ont aussi le peuple qui les pousse dans le dos. Donc, ils sont entre le marteau et l'enclume, et c'est la pression la plus forte qui, généralement, détermine le chemin à suivre. Je vous dis, on paye tous l'ultralibéralisme. Ouais. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, de votre précieuse participation. Merci à Valentin Kouassi pour la réalisation technique. On se quitte avec cette citation de Winston Churchill. La différence entre un homme politique et un homme d'État est la suivante. Un homme politique considère la prochaine élection, tandis qu'un homme d'État considère la prochaine génération. Excellent dimanche à tous. Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje.